C'est bon? Ok, pour démarrer. Eh bien, écoutez, ce sont les mérites, n'est-ce pas, Mathieu, qui est avec moi dans la même pièce du direct. Donc, je suis Sabine Lockman, voilà, présidente d'Ascend. Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Brochier, avocat du cabinet Darrois. Je suis co-responsable du contentieux civil, commercial et boursier du cabinet. Donc, je préside Ascend, qui est une société qui rassemble une équipe d'experts des réglementations et de la donnée ESG. Et nous avons développé Arnest, qui est une plateforme qui propose le meilleur des standards au service du pilotage et des reporting ESG. Mathieu, ton cabinet. C'est un cabinet français indépendant qui a été créé il y a une quarantaine d'années et qui conseille et qui accompagne ses clients, des entreprises et des dirigeants d'entreprises françaises ou étrangères dans leurs questions stratégiques, qu'elles soient en matière de conseil, ces questions, ou de contentieux, avec cette ambition d'accompagner nos clients dans la création de valeur et dans l'anticipation des risques autant que dans la résolution de ces risques. Alors, on partage avec vous ce qu'on a constaté dans le cadre des inscriptions à ce webinaire. En fait, vous êtes plus de 250 à être inscrits et vous représentez plus de 175 entreprises et organisations, ce qui montre bien l'importance à la fois de la thématique qu'on va partager avec vous et puis surtout de son importance cruciale aujourd'hui, alors qu'on parle tellement de compétitivité et d'organisation. Et puis enfin, beaucoup de fonctions sont représentées, bien sûr, des juristes, mais aussi des directeurs généraux et différentes fonctions de la finance, de la RSE, ce qui nous a amené avec Mathieu à adapter à la fois ce décryptage et ce qu'on va vous proposer pour répondre à vos différents besoins. Voilà, vous allez avoir une partie importante de questions-réponses que nous vous proposons d'ouvrir à la fin de notre intervention. Nous allons y consacrer une quinzaine de minutes, mais bien entendu, dans l'intervalle, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et à y réagir sur le chat. Et vous aurez également 2 sondages qui seront partagés par mes camarades, Sophie notamment, qui est à ma droite, que je salue, et qui va lancer le premier sondage. Tout à fait, merci Sabine. Donc, le premier sondage, l'idée c'est de vous connaître un petit peu mieux. Donc la question c'est, j'interviens au sein d'une entreprise qui a déjà publié un rapport CSRD, doit le faire en 2025 ou n'a pas d'obligation mais souhaite le faire néanmoins. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, de mon côté, je vois les chiffres qui bougent. Je vais vous partager ça rapidement. Alors, on a un peu plus de la moitié des personnes connectées qui ont voté. Attendons encore quelques secondes. N'hésitez pas à mettre votre réponse. OK. On a encore quelques votes. Je vous publie le résultat. Et donc, comme on peut le voir, 11% d'entre vous interviennent au sein d'une entreprise qui a déjà publié un rapport. Plus de la moitié doivent le faire en 2025. Et malgré tout, on a aussi 30% qui n'ont pas d'obligation, mais qui souhaitent y aller. C'est intéressant et on va couvrir l'ensemble de ces cas d'usage par la suite. Alors, cette publicité, vous ne l'avez peut-être pas vue parce qu'elle date des années 70 et évidemment, elle est absolument aujourd'hui inaudible. Pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis plus d'une cinquantaine d'années maintenant, se relaient les scientifiques, les politiques, les entreprises, les financiers pour pouvoir apporter des réponses à une question fondamentale qui est celle du réchauffement climatique et de l'ensemble de ses impacts sur la vie de notre planète et du vivant. Et au cours des 10 dernières années, eh bien, avec à la fois les accords de Paris, rappelez-vous, 196 chefs d'État signent et s'engagent en disant nous allons œuvrer pour que d'ici 2030-2050, nous réduisions significativement notre empreinte de gaz à effet de serre. Dans l'intervalle, l'Europe, évidemment, se mobilise avec notamment Ursula von der Leyen qui lance un pacte vert qui se traduit, entre autres textes réglementaires, par cette fameuse directive CSRD en 2022. Et puis, interviennent, d'ailleurs à partir de 2022, plusieurs guerres mondialisées et crises extrêmement graves qui vont à la fois mobiliser
comme elle ne l'avait jamais fait, les dirigeants d'entreprise et leurs équipes pour se traduire notamment par nous levons la main, nous avons du mal à faire les choses, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, ça coûte trop cher, on ne va jamais y arriver. Sous la direction du président Draghi, un rapport et ensuite des travaux sont réalisés au niveau européen pour pouvoir travailler à la simplification des règles qui nous encadrent et à apporter des éléments qui permettent à l'ensemble des acteurs de se mobiliser et de poursuivre ce trajet de transition. 26 février, donc publication du premier paquet Omnibus 1 que nous allons commenter avec Maître Brochier. Et Mathieu, je te passe la parole pour ce décryptage un peu particulier quand même. Merci Sabine. C'est un décryptage en effet un peu particulier parce qu'il faut commencer par l'évidence. Ce qui a été publié la semaine dernière, c'est un projet. Ce sont des propositions faites par la Commission européenne. Ce ne sont pas des textes définitifs, ce ne sont pas des textes d'application immédiate, a fortiori ce ne sont pas des textes d'application immédiate dans chacun des États membres de l'Union européenne. Donc il faut se garder de tirer des conséquences immédiates de ces textes qui ne sont que des propositions. D'autant que, comme vous le savez, ces propositions, elles vont suivre un processus législatif européen complexe, avec un examen par le Conseil de l'Union européenne, avec un examen par le Parlement, avant d'être des textes définitifs et de rentrer en vigueur pour devoir être transposés par les États membres. Il y a un processus législatif européen qui peut durer de plusieurs mois à plusieurs années selon le degré d'urgence. En l'occurrence, ça devrait plutôt être plusieurs mois, évidemment, mais il y a une incertitude, il faut dire les choses clairement, sur la durée de ce processus. Et une fois qu'il sera terminé au niveau européen, il faudra que les États transposent chacun dans leur droit les textes européens avec, encore une fois, du temps et une marge de manœuvre dans la transposition. Donc les textes dont on parle aujourd'hui, les textes dont beaucoup de commentateurs tirent des conséquences parfois sensationnelles ou sensationnalistes, il faut les prendre avec mesure, avec recul, comme des textes qui montrent une impulsion politique nouvelle, une impulsion juridique différente, avec des exigences de la société civile sur la société commerciale toujours importante, mais aménagée et réduite à certains égards, on va le voir, mais ce ne sont pas des textes définitifs dont il faut tirer des conséquences immédiatement, en tout cas du point de vue de la compliance et de la réglementation. D'autant, et je finis cette slide sur ce sujet-là, qu'en France, la directive CSRD n'est pas définitivement transposée. La directive CSRD, elle a fait l'objet en France, comme vous le savez, d'une loi d'habilitation qui a permis au gouvernement de prendre une ordonnance pour transposer le texte en France. Cette ordonnance, avec un décret, ont été pris, mais vous savez également qu'ensuite de l'ordonnance et du décret, il faut une loi de ratification par le Parlement français qui n'a pas encore été prise, qui est en cours de discussion devant le Sénat. Et le Sénat vient de proposer, dans sa loi de ratification qui confirmerait les textes, d'ajouter des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas les obligations françaises de CSRD. C'est-à-dire qu'à un moment où les textes français ne sont pas encore totalement cristallisés, définitifs, on est déjà en train de modifier leurs fondements, qui sont les textes européens dont on est en train de parler. Donc il faut envisager tous ces points-là avec beaucoup d'intérêt, parce qu'ils sont fondamentaux dans la stratégie à court, moyen et long terme d'une entreprise, mais aussi avec du recul. Ensuite, quand on regarde les textes, quand on lit et quand on essaye de les comprendre, parce qu'ils sont complexes et à lire et à anticiper, dans les grandes lignes, on comprend évidemment qu'il y a une réduction des obligations pesant sur les entreprises qui seront soumises à la réglementation CSRD. Cela vaut autant pour les entreprises européennes que pour les entreprises non européennes, c'est-à-dire que l'ambition d'extraterritorialité de l'Europe, qui est d'appliquer à des grandes entreprises non européennes des standards qui sont les mêmes que les entreprises européennes, pour des raisons de compétitivité, mais aussi de durabilité mondiale, cette ambition, elle est maintenue. Elle est aménagée avec des critères qui sont plus réduits, mais elle existe encore. Évidemment également, et sans rentrer dans le détail des textes, les sociétés qui sont concernées par les obligations CSRD seront moins nombreuses que théoriquement aujourd'hui.
le moment d'application des textes pour les entreprises suivant leur importance de chiffre d'affaires et de salariés sera aussi décalé dans le temps de 2 ans pour les entreprises des vagues 2 et vague 3. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que si je suis aujourd'hui une entreprise française qui rentre dans les critères de CSRD, et je dois, avant le 30 avril de cette année, publier un rapport de durabilité en application de la réglementation CSRD, mais si les textes européens se sont concrétisés dans les mois qui viennent, je n'aurai pas nécessairement cette même obligation en 2026. C'est un paradoxe, une contradiction, une incohérence. Je vous laisse choisir le meilleur adjectif ou le meilleur mot qui vous convient, mais tous les efforts qui ont été faits par des grandes entreprises françaises ou en Europe pour être en état, en mesure de publier leur rapport de durabilité en 2025, ça n'est pas certain que toutes les équipes mobilisées, tout le temps, tout le coût associé, et puis l'OTI, et puis les échanges avec les commissaires aux comptes, et puis tout ça soit pérenne pour l'année 2026. Donc il y a encore un certain nombre d'incertitudes sur lesquelles se pose la question de savoir comment anticiper ces textes qui, encore une fois, j'arrête de le dire, mais ne sont pas définitifs. Il y a un point d'attention dans la modification des textes qui est apporté aux entreprises qui, paradoxalement, ne sont pas concernées par la CSRD directement. C'est-à-dire pour les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur, mais qui ne sont pas dans les critères d'application directe de la CSRD, l'Europe a l'intention de mettre en place un bouclier qui limite le nombre d'informations que les entreprises CSRD peuvent demander aux entreprises de leur chaîne de valeur, non CSRD entre guillemets, sur ces sujets-là, pour que les PME, les ETI qui ne soient pas directement concernés par la CSRD ne soient pas écrasés indirectement ou par conséquence de cette réglementation sur des sujets qui peuvent être très fastidieux, très bureaucratiques à prendre. Voilà en quelques mots les grandes tendances et la mode de l'été, de l'automne et du printemps 2025 en matière de CSRD. S'agissant de la CS3D, en quelques mots, c'est-à-dire le devoir de vigilance européen, il y a là, et dans le même sens et dans la même intention, un report d'application des textes à transposer en France et dans les autres pays européens. Et je rappelle que la directive CS3D, elle n'est pas encore transposée en France, mais je rappelle, et tout le monde le sait aujourd'hui, qu'il y a une loi française qui a été une loi pionnière en matière de vigilance, qui est applicable aux grandes entreprises françaises. Et quelle que soit l'évolution des textes du projet CS3D, la loi française reste d'application immédiate et obligatoire. Donc, ça n'est pas l'évolution possible, potentielle, vraisemblable des textes dont on est en train de parler, qui va tout changer et exonérer les entreprises françaises. Sujet vigilance, ça, c'est certain. On note sur les questions CS3D un certain nombre d'exigences réduites pour les entreprises. Je vous donne un exemple. Plutôt que de demander aux entreprises de se concentrer sur toute sa chaîne de valeur, toute leur chaîne de valeur, et de vérifier qu'aucune entreprise de leur chaîne de valeur n'ait d'impact négatif sur leur activité et sur la durabilité, il serait demandé dans les propositions, il serait demandé aux entreprises de se concentrer sur les entreprises de premier rang, c'est-à-dire les partenaires directs. Avec une précision, un aménagement à l'aménagement, qui est que pour les partenaires indirects, l'entreprise qui doit appliquer la CS3D, si elle a des informations plausibles concernant des partenaires indirects sur un impact négatif, elle doit se mobiliser et faire un certain nombre de diligences. Donc, on voit que ces textes, ils sont moins exigeants, avec une marge de manœuvre un peu plus grande, une appréciation plus au cas par cas dans chaque pays et pour chaque entreprise, mais qui reste quand même un certain nombre d'obligations et un certain nombre de questions. On voit également une restriction de la définition des parties prenantes. Potentiellement, les associations et les ONG pourraient être exclues. Ça veut dire que les associations et les ONG n'auraient pas à être nécessairement associées, suivant la réglementation européenne, à la co-construction du plan de durabilité. Il y a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on peut parler en quelques secondes ou en quelques heures,
et qui pourront faire l'objet de questions ici ou dans d'autres cadres si vous le souhaitez. Je ne parlerai pas, parce que je suis beaucoup trop bavard, de taxinomie ici. On pourra en parler pendant le Q&A ou dans un autre cadre. Je voudrais, pour finir mon intervention, attirer votre attention sur un point qui est le suivant. Quelle que soit l'évolution des textes européens dont on est en train de parler, il reste un corpus législatif, un ensemble de règles qui datent parfois depuis très longtemps, le Code civil 1804, et sur la base desquelles les entreprises ont un certain nombre, comme tous les autres sujets de droit d'ailleurs, de responsabilités et d'obligations. Et ça n'est pas parce que les textes européens changent ou vont changer que les entreprises n'ont plus aucune obligation, en l'occurrence. Ça va de soi, mais il vaut mieux le dire. Et on le voit quand on regarde les procès qui sont initiés depuis plusieurs années en matière environnementale dans le monde contre les entreprises. Avec mon cabinet, depuis 3 ans, on fait un panorama de ces actions en France et à l'étranger et on constate plusieurs choses. D'abord, un accroissement significatif des procès contre les sociétés. Avant, c'était contre les États en matière environnementale. Maintenant, c'est contre les sociétés. On constate également que ces procès, ils sont initiés sur des textes spéciaux, récents, par exemple la vigilance, mais aussi sur des textes anciens et généraux, par exemple la responsabilité contractuelle, par exemple la théorie de l'engagement unilatéral, qui, dans certaines conditions, permet d'opposer à une entreprise qui a pris un engagement public unilatéral précis et selon elle obligatoire, permet de lui opposer cet engagement et si on considère qu'elle ne le respecte pas, de le lui reprocher. On constate également, et pour finir, que le procès il est aujourd'hui utilisé comme un outil politique, un outil médiatique, et le procès a toujours été un outil politique et médiatique, ça n'est pas nouveau. Il est utilisé par des personnes qui veulent influencer le comportement des entreprises, influencer le comportement environnemental des entreprises, quelle que soit l'issue du procès 2 ou 3 ans plus tard, parce que le simple fait d'annoncer un procès en la matière contre une entreprise a en soi un impact réputationnel important sur une entreprise et peut l'amener à se poser des questions sur la manière dont elle doit se comporter sur ces sujets. Et Mathieu, quand nous préparions ce webinaire, c'est vrai que on revenait d'ailleurs sur le travail qui a été partagé par les dirigeants, les leaders de notre monde en janvier 2025 à l'occasion du rendez-vous annuel dans le World Economic Forum. Et très clairement, à la fois, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la loi, les règles, les normes peuvent évoluer, les risques restent là. Et donc, ces dirigeants rappelaient et matérialisaient l'évolution des risques à très court moyen terme, à 2 ans et à 10 ans, pour dire et mettre en avant tous ceux qui relevaient en particulier des sujets environnementaux, mais aussi sociaux ou sociétaux, et que vous voyez à l'écran. Tout ça, finalement, pour nous amener à dire que s'il y a bien quelque chose qui nous paraît, à Mathieu et moi, extrêmement important aujourd'hui, c'est de poursuivre le travail qui a été débuté et que d'ailleurs nombre d'entreprises avaient lancé avant même que des textes n'encadrent davantage la façon de le faire. Et on l'a intitulé « Don't Stop the Clock » pour dire, ben voilà, vous avez 4 raisons pour lesquelles il faut poursuivre le travail, alors évidemment avec des niveaux d'effort à adapter. D'abord parce que, comme tu l'as indiqué, les transpositions, enfin les propositions vont devoir passer au travers du trilogue et ensuite vont être discutées et les lobbies, les représentations d'intérêt vont évidemment s'exprimer et prendre position et influencer les textes finaux qui ensuite devront être transposés. Dans l'intervalle, le droit s'applique, tu l'as indiqué, en particulier les dispositions relatives à la loi Potier, la loi vigilance, et puis également les éléments qui ont déjà transposé la CSRD qui est déjà en œuvre, en particulier pour les entreprises dites de la vague UD. Par ailleurs, également, les risques, eux, judiciaires demeurent parce que le droit commun les a identifiés comme faisant l'objet potentiellement de l'application d'une règle. Et enfin, et surtout,
La règle, elle est là en fait pour aider les entreprises à être encore, j'allais dire, mieux libres de faire ce qu'elles ont à faire, de capitaliser sur leur stratégie, l'opérationnalisation de cette stratégie, ce qu'elles veulent faire, des produits, des services qu'elles vendent, au travers d'un pilotage efficace, durable, parce qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas faire comme avant. Tout ça extrêmement focalisé sur les enjeux de création de valeur. Voilà. Avec Sabine, Voilà. ce point de vue du conseil de l'entreprise et du dirigeant qu'on a tous les deux, qui est que c'est une matière dans laquelle tout le monde a envie de bien faire, de mieux faire. Objectivement, on a tous envie de vivre dans un monde plus raisonnable, avec un environnement à court, moyen et long terme plus favorable. Mais entre l'intention de bien faire et se mettre sur le dos des obligations qui outrepassent celles de la loi, qui outrepassent celles des règlements, et se retrouver avec un fardeau d'obligations qui, sur le principe, sont plus que louables et peuvent d'ailleurs mettre en valeur l'entreprise, mais qui, in fine, peuvent vous être opposées et, si elles sont mal définies, peuvent être problématiques à expliquer et à défendre. Il faut bien faire la différence entre ce qui est nécessaire de ce qui peut être un objectif à moyen et long terme, avec des outils à mettre en valeur et à mettre en fonction avec une raison et de la pondération dans la manière de faire les choses. Et je crois que là, il est temps justement d'aller sur des pistes auxquelles nous avons réfléchi en matière de stratégie, en rappelant que l'Europe a posé ce compas de la compétitivité, parce que finalement, je me souviens de certains auteurs qui avaient travaillé en disant que finalement, les dirigeants n'avaient plus ni carte ni boussole en raison de l'explosion des différents modèles. Et pour autant, un travail à la fois considérable a déjà été fait, va continuer à se poursuivre avec ces indications sur ce qu'est pour l'Europe et ce que sont les éléments qui vont guider la vision à partir de laquelle justement pouvoir développer son activité, la financer, l'assurer. Et s'il y a un élément en particulier auquel je veux vous appeler à réfléchir, c'est d'établir votre propre boussole de compétitivité. D'abord parce que votre stratégie, elle repose d'ores et déjà pour nombre d'entre vous sur une raison d'être. Pour certains, vous êtes déjà entreprise à mission, mais vous travaillez aussi évidemment à ces nouveaux modèles d'affaires pour qu'ils soient mieux durables. Très souvent, vraiment très souvent, dans une logique de filière, c'est d'autant plus important que, au niveau global, eh bien, les activités sont véritablement pilotées dans cette logique de filière. Tu le rappelais, finalement, restons calmes, respirons. Il y a bien sûr ces changements très profonds qui s'annoncent. Pour autant, les sujets relatifs à l'appréhension des risques, aux actions en responsabilité, l'anticipation aussi de certaines controverses, mais aussi les enjeux de contrôle et de preuve, eh bien, il y a des choses qu'on sait déjà très bien faire et sur lesquelles on va continuer à travailler. Et puis enfin, sur la partie financière, parce qu'il ne peut pas y avoir de transition, de transformation de ces modèles d'affaires sans financement, y compris sur les sujets de la dette. Nombre d'entreprises ont déjà et pratiquent déjà ce qu'on appelle des financements verts, que ce soit au travers de l'obligation, enfin de green bonds, donc de l'obligataire ou de prêts verts, pour aussi être mieux assurables et mieux travailler sur leur valorisation et leur pérennité. Et je crois d'ailleurs que tu avais aussi un point à ce sujet à partager. En effet, un point et un contrepoint même. Le point, c'est que il ressort d'une étude de Standard & Poor's de mai 2024 qui est publiquement accessible, que les entreprises qui sont face à un risque de procès en matière de durabilité, elles, au-delà du risque judiciaire attaché à ce procès, elles encourent un risque financier qui peut être important s'agissant des coûts directs liés au procès, le temps, les sanctions, les indemnisations, que des coûts appelés comme indirects, des provisions comptables pour risque, des impacts sur la réputation, sur l'attractivité de la société, mais également le coût de financement de la société, parce que ce coût du financement peut être accru par l'appréciation et la performance
environnementale et en durabilité de l'entreprise. Donc on voit d'une part que plus il y a d'obligations, plus il y a de risques, et plus il y a de risques, plus ça peut avoir un impact financier. On voit d'autre part, toujours dans cette même étude, que face à ce constat qui est un peu pessimiste et cynique, les entreprises qui communiquent efficacement, clairement, sincèrement sur ce qu'elles font en matière de durabilité, elles ont une bonne image, même si ce ne sont pas les meilleures ou les premières de la classe. Le fait d'avoir une communication efficace, sincère et comprise, avec ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est aujourd'hui pas possible de faire, elles ont une bonne image, elles ont un risque de procès qui est réduit et des facilités, ou en tout cas moins de difficultés pour se financer. Ça, c'était le point. Le contrepoint, c'est que, et il est lié, c'est qu'il y a en effet, comme tu le disais Sabine, une opportunité dans la valorisation d'une société, de ses actions et de ses actifs, à mettre en valeur les questions de durabilité, parce qu'aujourd'hui, et encore plus demain, la valeur d'une entreprise à l'achat sera impactée par ces questions, évidemment. Et les conseils s'organisent, les dirigeants s'organisent pour mettre en valeur et convaincre leurs interlocuteurs que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas simplement l'argent, ce n'est pas simplement la finance, ce sont aussi les gens et l'environnement. Et c'est vrai que quand on préparait ce webinaire et sur le fondement des premiers travaux CSRD, en particulier côté vague 1, mais aussi entreprises qui anticipaient l'obligation de reporting en 26 sur l'exercice 25, c'est la matérialisation ou la matérialité de ces risques non financiers qui ont toujours un impact financier, d'où la remarque que tu faisais tout à fait judicieuse concernant les enjeux de valorisation. Je voudrais aussi aller encore plus avant sur ce travail de fond qui fait l'objet de plus en plus de publications, tout simplement parce que c'est intégré dans la stratégie du côté de la communauté financière, à la fois parce que les scientifiques de mieux en mieux vont sur le terrain économique et donc viennent nourrir en particulier des approches actuarielles. Et on a vu en janvier 2025 une première position qui a été faite par l'ensemble de la communauté des actuaires dans le monde. Et puis aussi, on fait référence à cette publication de l'autorité bancaire européenne qui a, en janvier 2025, bien entendu intégré dans son appréciation la prise en compte des risques ESG pour pouvoir justement accompagner ce mouvement et matérialiser très spécifiquement les critères à partir desquels elle va focaliser son attention. Une chose qui nous a aussi beaucoup interpellés en termes de raisons pour lesquelles il s'agit de poursuivre le travail qui est engagé, c'est le sujet de l'investissement, mais c'est aussi le sujet de la dette, puisque l'analyse crédit, c'est l'analyse du risque, l'analyse du risque de solvabilité, la capacité pour les entreprises à rembourser leurs engagements. Et donc, on vous a mis à l'écran un certain nombre de grandes catégories, qu'elles soient industrielles, commerciales, managériales et bien sûr financières, avec des thématiques sur lesquelles sans doute vous allez vous retrouver plus particulièrement, là encore dépendant de votre stade dans la mise en œuvre ou de la réglementation, ou tout simplement dans la gestion de vos risques. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, là encore, afin que ce webinaire soit véritablement le vôtre. Je voudrais terminer avec Mathieu, avant de passer au sujet des outils, par ce regard qui n'est pas simplement aujourd'hui celui qu'on a de l'intérieur de l'entreprise, mais aussi sur le fait que ces fameuses données environnementales, sociales et de gouvernance, elles sont aujourd'hui apportées par des outils, notamment les satellites. Et là, vous avez à l'écran cette image d'une initiative qui est soutenue par Al Gore, qui s'appelle Climate Trace, et qui met en avant par secteur d'activité dans le monde entier, et depuis plusieurs années déjà, l'empreinte carbone, puisque là encore, l'objectif premier, c'est de ralentir autant que faire se peut le réchauffement climatique directement au travers de l'activité, bien sûr de l'entreprise, mais aussi dans sa chaîne de valeur. Et ces données qui sont de plus en plus fiables, qui permettent de prendre des décisions, qui permettent là aussi
de financer et d'assurer sont celles que nous devons de mieux en mieux intégrer, là encore, dans le pilotage de notre performance. Alors, nous allons passer à la partie outillage, puisque là encore, pour pouvoir continuer à agir, encore faut-il savoir comment faire. Et ce qui nous est apparu assez naturel, c'est qu'on avait finalement à la fois un travail qui pouvait être fait de façon auto-évaluative, puisque l'EFRAG a publié il y a quelques semaines de cela ce qui s'appelle la VSME, qui permet de reporter de façon volontaire un certain nombre de points de données qui sont de l'ordre de 90 et qui sont déjà des informations que les entreprises, pour une grande partie d'entre elles, en particulier en France, connaissent bien. Pour ensuite rentrer dans une démarche qui est celle de l'analyse de la double matérialité. Tu l'as rappelé, Mathieu, nous allons conserver ce principe d'analyse et de matérialité d'impact et de matérialité financière pour pouvoir structurer le pilotage de la performance de l'entreprise, avec là un nombre de points un petit peu plus important et qui, là encore, dépendent de vos filières. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que chez Assen, nous travaillons à partir des codes NAS qui déploient des points de données qui sont pertinents à l'activité. Et nous avons un petit sujet de son. Voilà, et qui permettent effectivement de ne pas se disperser sur des thématiques qui ne sont pas celles de votre entreprise et de votre secteur d'activité. Ensuite, très spontanément, puisque avant même d'ailleurs que le paquet Omnibus ne soit rendu public, un certain nombre de dirigeants d'entreprise nous avaient contactés en disant ben voilà, volontairement, si nous voulons rentrer dans cette appropriation du pilotage de la durabilité et de la collecte des données qui nous permettent de matérialiser par rapport aux enjeux de durabilité comment nos risques et opportunités sont évalués et qu'est-ce que nous devons gérer en termes de priorité, eh bien, très certainement, en tout cas, ce reporting extra-financier libre, mais appuyé sur des points de données qui sont aujourd'hui connus, permettent de travailler pour répondre aux questionnements des banques, aux questionnements des assureurs, à des appels d'offres, y compris vis-à-vis, là encore enfin, d'entreprises qui, elles, sont soumises, voilà, dans la continuité aussi, par exemple, de la directive DPEF de 2015, à des collectes de points de données beaucoup plus significatifs. Je terminerai en disant que lorsqu'on fait un travail comparatif sur ce que permet de matérialiser les fameux ESRS, donc les points de données européens, pour pouvoir structurer, là encore, le pilotage de votre performance durable et qu'on les compare aux standards qui existent et que vous voyez à votre écran, en fait, ce sont ceux qui sont les plus complets parce qu'ils ne sont pas simplement auditables. Et ça, c'est important de le noter. Et d'ailleurs, une publication très récente de l'autorité des normes comptables H2A a indiqué que les auditeurs et les OTI, à la fois sur le terrain de la performance financière et de la performance extra-financière, devaient travailler ensemble pour qu'il y ait une cohérence entre ces informations. Permettent également de collecter, là encore, au travers d'une approche par filière, grâce au code NAS, les éléments informatifs relatifs aux points qui correspondent aux catégories environnementales, sociales et de gouvernance, et puis donc de bien mesurer l'impact financier à partir de l'impact matériel, de la façon dont l'entreprise gère justement au travers de sa chaîne de valeur et de ses actions l'ensemble de ces enjeux de durabilité, en particulier lorsqu'ils sont matériels. Je crois que nous avons un dernier sondage avant d'ouvrir ce webinaire à vos questions. Et je vais repasser la parole à Sophie. Effectivement, donc une nouvelle question. Sabine parlait en fin de compte des informations ESG que vous devez fournir pour répondre à des appels d'offres ou que vous devez fournir à vos différentes parties prenantes. Donc, l'idée, c'est de savoir combien de questionnaires RSE ou ESG différents vous sont demandés chaque année par vos parties prenantes. D'après vous, combien cela représente? Donc, moins de 5, entre 5 et 10 ou plus de 10. On vous laisse encore quelques temps pour voter.
Donc là, on a un peu plus de la moitié des participants qui ont voté. Encore quelques secondes. OK. Je vois encore quelques votes. OK, donc je vous publie le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, plus de 10, c'est clairement l'option qui a été le plus choisie et qui se comprend puisque là, les sociétés font partie d'une chaîne de valeur de plus en plus complexe. Et du coup, on va maintenant vous présenter rapidement notre solution et de quelle manière elle peut vous aider à répondre aux besoins de l'entreprise et vous faciliter la vie, tout simplement. Et donc, c'est Fabien qui va vous présenter cela. Hop, sur une démo rapide puisqu'on est limité par le temps. C'est parti. Donc Harness, c'est une plateforme de pilotage et de reporting ESG qui va vous aider tout au long des différentes étapes de ces processus. Alors pour vous illustrer comment Harness peut vous faciliter la vie, on va se focaliser sur la première des étapes qui consiste à bien comprendre quelles sont les problématiques que l'entreprise doit gérer en termes d'impact, de risque et d'opportunités et qui vont ensuite driver la façon dont le pilotage et le reporting peut être fait. Pour cela, c'est très simple. Donc au niveau de la définition de l'entreprise, on va venir préciser son code NAS, donc quelque part identifier son secteur d'activité, son secteur industriel. On peut même rentrer encore un petit peu plus dans le détail, puisque si l'entreprise a différentes lignes métiers qui correspondent potentiellement à différentes problématiques, potentiellement à différentes chaînes de valeur, on va venir les identifier ici au niveau du système. Et grâce à ces éléments, on va pouvoir interroger les bibliothèques d'Arnest. Donc celles-ci vont vous aider avec l'identification des parties prenantes, des chaînes de valeur et donc des enjeux de durabilité. Donc là, je peux demander à Arnest de me donner tous les enjeux qui sont relatifs au code NAS de l'entreprise, à tous les codes NAS de l'ensemble des lignes métiers, ou même l'ensemble des opérations des chaînes de valeur si je les ai définies. Si on prend par exemple l'ensemble des activités, on va retrouver ici l'ensemble des thématiques environnementales, sociales et de gouvernance qu'Arnest a identifiées pour les secteurs d'activité correspondants. Ici, c'est très simple. Ensuite, on va venir sélectionner les différents éléments et on va les importer officiellement dans Harness. Donc ensuite, les enjeux, on les retrouve dans ce référentiel. Et ce qui va être très intéressant ici, c'est que si je prends ma problématique déchets que j'ai importée depuis ma bibliothèque, en fait, Harness va m'aider à mieux comprendre comment cette problématique s'applique dans mon contexte. On va créer en effet ce qu'on appelle des incidences. Et ces incidences, c'est des traductions, c'est des problématiques sectorielles à partir donc d'un thème qui est très générique. Donc là, par exemple, on voit qu'on a une problématique de pollution environnementale due aux déchets électroniques toxiques. Donc nous, notre bibliothèque, elle va être sourcée. On va vous dire où est-ce qu'on a trouvé cette information. Et puis, ce qui va être très intéressant surtout, c'est que Arnès va vous expliquer d'un point de vue matérialité d'impact ou matérialité financière, quel est le degré de criticité, quelque part, de matérialité de cette incidence. Et si vous voulez plus comprendre d'où viennent les différents éléments, en fait, vous allez retrouver chacun des critères ici d'évaluation, une description, des explications et les sources de ces informations. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ces informations-là, on va pouvoir les scanner et vous allez pouvoir convertir ces différents éléments en impact, risques et opportunités que vous pourrez ensuite évaluer pour identifier l'ensemble des enjeux de durabilité matérielle de votre entreprise. OK. Donc l'idée, c'était de vous présenter très rapidement les avantages, en tout cas de positionner quelques fonctionnalités d'Arnest au regard de ce qu'on vous a présenté précédemment. Et du coup, on vous invite évidemment, si vous voulez en savoir plus, avoir une démo complète, voir un peu plus en détail les écrans, car j'ai cru comprendre que la visibilité n'était pas top, eh bien n'hésitez pas à nous recontacter. Au-delà de ça, rapidement, vous présentez aussi nos offres par rapport à ça. Donc, comme on vient de vous présenter, Harness, c'est une plateforme de pilotage et de reporting ESG qui s'appuie sur le meilleur des standards, dont les ESRS, et pour vous permettre de mettre en œuvre des démarches évolutives, itératives et répondre ainsi aux besoins de votre entreprise. Donc, nous disposons de 3 offres. La première, le Starter Pack qui vous permet de démarrer. Vous allez pouvoir consolider avec notre deuxième offre et donc répondre plus efficacement à vos besoins.
et le PAC réglementaire si vous souhaitez exécuter, donc aller plus loin jusqu'à la publication d'un rapport CSRD qui peut se faire soit dans une logique réglementaire ou dans une logique volontaire. Un dernier point, quelle que soit l'offre que vous choisissez, vous bénéficiez de nos accélérateurs. Nos accélérateurs, c'est quoi? Cette bibliothèque d'enjeux, d'incidence, la génération automatique en quelques clics de vos parties prenantes, de votre chaîne de valeur. Et nous nous appuyons sur de l'IA générative française pour l'analyse de double matérialité et pour accélérer la rédaction de vos rapports. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour en savoir plus. Et pour terminer, on va passer aux questions-réponses qui ont été publiées dans le chat. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions. Je vous les lis, puis l'un de vous, Sabine ou Mathieu, si vous souhaitez y répondre. Donc, on va démarrer. N'hésitez pas à en poser d'autres, évidemment, si vous les avez, parce que nous en avons 5 ou 6. Certaines sont assez complexes, donc on va faire du mieux qu'on peut et peut-être qu'on pourra poursuivre cette discussion plus avant, au-delà de ce webinaire. Peut-être il y a une question sur le CBM sera étendu à 6 nouveaux secteurs, lesquels je n'arrive pas à trouver l'information. Donc, si l'information que j'ai est la bonne, les 6 nouveaux secteurs seraient fer et acier, ciment, engrais, aluminium, hydrogène, électricité. Voilà la réponse que je vous apporte à ce stade-là, que nous allons revérifier évidemment et que nous communiquerons a posteriori à l'ensemble de ceux qui ont participé à ce webinaire. Il y a une question intéressante sur les conséquences de ces propositions sur les entreprises, en l'occurrence françaises, qui étaient avant la CSRD soumises à la DPEF. Et c'est effectivement symptomatique de la confusion dans laquelle on se trouve, en tout cas de la transition dans laquelle on se trouve, avec une réglementation qui est la CSRD, qui, pour les grandes entreprises, a remplacé les obligations de publication de DPEF, et qui, cette nouvelle CSRD, si elle était modifiée avec des seuils moins importants, pourrait aboutir paradoxalement à ce que les entreprises françaises qui avaient une obligation de publication du DPEF ne l'aient plus. Et on voit bien là, que tout ça est provisoire et non définitif. 2, qu'il y a un travail considérable qui va devoir être fait par les législateurs internes pour mettre ou remettre leur réglementation au carré. Parce que ça n'est pas parce que telle ou telle entreprise ne sera plus soumise à la CSRD que ça va l'exonérer d'un certain nombre d'obligations subsidiaires, allégées, que le législateur national pourra tout à fait mettre en œuvre, comme on l'avait fait en France avec la DPEF, sans attendre la CSRD. Ça, c'est la réponse technique. Ensuite, la réponse à la question qui est politique. Croyez-vous possible ce recul du droit environnemental sur la réduction du champ d'application des sociétés déclarantes? La réponse est oui, c'est possible. C'est possible, et c'est même le sens vraisemblable de la politique sous-jacente à ces nouveaux textes, qui ont été très fortement influencés par l'action de la France, en tout cas de l'administration et du gouvernement français en fin d'année dernière, au début de cette année, devant les instances européennes. Il y a une volonté claire d'en mettre moins de responsabilités sur les entreprises pour des raisons qu'on partage ou pas, pour des objectifs court, moyen ou long terme qu'on partage ou pas. Et je ne rentre pas dans ce débat politique, éthique qui est passionnant et sur lequel on peut avoir des avis très différents. Mais oui, il va y avoir une réduction des obligations environnementales sur les entreprises. Ça, c'est certain. C'est un des objectifs principaux de la réforme. Et je voudrais revenir, alors la question, et merci infiniment pour l'avoir posée, j'espère que je vais arriver à y répondre. Quand vous dites, étonnamment, vous êtes passé un peu trop vite sur le rapport des actuaires Planetary Solvency qui évalue l'effondrement avec une probabilité de plus ou moins 90% dans ce siècle et des scénarios dont celui dit de cata aligné sur une trajectoire basse actuelle, estimant
une perte de PIB mondial de 25% et 2 milliards de morts. Ça vaut quand même un éclairage dans le contexte actuel du Green Deal. Alors, vous avez absolument raison de souligner l'importance du rapport et de ses conclusions alarmantes qui concernent donc la probabilité d'un effondrement et d'impact potentiel sur le PIB mondial et sur la mortalité. C'est vrai que nous, dans le cadre de cette présentation avec Mathieu, notre objectif était de vraiment se concentrer sur les tendances actuelles, y compris des litiges climatiques, de leurs impacts financiers et stratégiques sur les entreprises pour mieux anticiper là encore, le travail à réaliser. Et puis aussi, en particulier, les aspects qui sont liés aux notations crédit et aux décisions d'investissement. D'ailleurs aussi pour ça que Mathieu est intervenu en citant ce travail de mai 24 de S&P. Pour autant, c'est vrai que, et je recommande la lecture de ce rapport, ces scénarios sont évidemment prospectifs. Ils soulignent une urgence d'une action climatique ambitieuse et la nécessité pour les entreprises de prendre en compte les risques systémiques liés au changement climatique dans leur stratégie long terme. Ça rejoint là aussi d'ailleurs ce qu'on a vu du tableau publié par le World Economic Forum. Et là encore, je ne peux que vous recommander de lire, au-delà de la synthèse, le travail de fond qui a été partagé. Et puis, c'est vrai aussi que les conclusions de ce rapport alimentent d'ailleurs très certainement les discussions sur le Green Deal et devraient ou doivent ou incitent déjà les décideurs politiques et économiques à accélérer cette transition vers une économie bas carbone parce que il est indispensable de renforcer des mesures d'adaptation. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire quand on arrive à la conclusion de ce rapport. Voilà. Et quand je parlais tout à l'heure de boussole, plus que jamais, les dirigeants doivent, j'allais dire à la fois avec courage, et ça n'est pas moral, je pense que ça fait partie des qualités du dirigeant, notamment quand on apprécie des situations, travailler avec des experts et des sachants, là encore au sein des filières, pour pouvoir poser, là encore, des objectifs qu'ils peuvent ensuite mettre en œuvre pour pouvoir diminuer les impacts des actions en cours, parce qu'effectivement, les perspectives, sans faire de jeu de mots avec le mot prospective, sont parfois assez effrayantes. Dans les autres questions, peut-être sur la partie, là encore, donc l'IA, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'usage de l'IA Gen dans Harnest, en particulier quels usages pour l'analyse de double matérialité? Ce que je vous propose, c'est que on vous revienne, puisque je crois qu'on sait qui a posé la question, donc on vous revienne plus particulièrement sur cette thématique-là et qu'on la rapporte aussi à vos enjeux et vos besoins. Et puis enfin, la dernière question que je lis, avez-vous plus d'informations sur la loi de ratification de la CSRD qui est attendue, Mathieu? Ça, sur ce sujet-là, Sabine, si on parle bien de la CSRD ancienne mais actuelle version et pas du projet de CSRD, à ma connaissance, le projet de loi de ratification se trouve devant le Sénat. Et c'est dans ce cadre-là, après avoir été devant l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que des sénateurs ont proposé d'ajouter au corps de règles applicables une nouvelle règle qui sanctionnerait les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations CSRD, d'une nouvelle sanction qui serait éventuellement une sanction relative aux aides publiques. Il y aurait un retrait ou une interdiction d'aide publique. Le texte français sur la CSRD, version actuelle, n'est pas encore définitif parce que la ratification n'est pas encore définitive. Parfait. Je vois aussi que Sophie a publié une réponse à la question sur le champ d'application d'un groupe non européen avec une filiale de moins de 1000 salariés. Et puis, je crois que nous n'avons plus d'autres questions. Non ? Écoutez, avec Mathieu, peut-être qu'on avait un dernier mot en conclusion qu'on voulait partager avec vous. Mathieu, je te laisse. Je pense que ces zigzags de la loi européenne mettent les entreprises et
dirigeants et leur ensemble de collaborateurs face à des questions qui ne sont pas nouvelles. Quel est l'ADN d'une société? Quelle est la valeur que veut ajouter une société dans la société civile? Et que avec ces variations sur le même thème, variations qui ne sont pas nécessairement terminées, puisque le contexte mondial, sans faire de la politique, est très heurté, extrême, et risque encore d'évoluer dans des sens négatifs. Il y aura vraisemblablement de nombreuses évolutions de la réglementation, de la politique autour de la réglementation, et chacun, les entreprises comme les dirigeants, comme les conseils d'ailleurs, comme les individus au sens plus général du terme, doivent se demander comment est-ce qu'ils veulent faire les choses court, moyen et long terme sur toutes ces questions qui sont des questions fondamentales sur l'environnement et sur ce qu'on compte aujourd'hui, mais aussi et surtout demain léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Et sur ces sujets-là, moi je pense très humblement que le juriste, il a une importance fondamentale et que toutes ces nouvelles réglementations et ces heurts et ces variations montrent que le juriste, il peut être aux côtés et doit être aux côtés de l'entreprise, soit en interne, soit aux côtés de l'entreprise pour apprécier ces textes, les prendre avec recul et aider les dirigeants à prendre des bonnes décisions. C'est facile à dire, ça fait un peu publicité, mais je pense que toutes ces modifications et la précipitation que tout le monde a à regarder ces modifications et en tirer des conséquences définitives doivent au contraire appeler à un peu de mesure et à un peu de recul et à un peu d'indépendance dans le conseil. Avant de dire aussi un dernier mot, je crois qu'il y a quelqu'un qui indiquait, Mathieu, pouvez-vous répéter quel type de sanction est envisagé par le Sénat? Je n'ai pas bien entendu, désolé. Ce sont des sanctions relatives à l'interdiction ou à la réduction d'aides publiques. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu. De mon côté, oui, je terminerai en disant que ce qui nous frappe, là encore, dans les travaux que nous conduisons, c'est à la fois le besoin de simplifier pour pouvoir mieux engager l'ensemble des équipes dans un travail qui concerne chacune et chacun dans l'entreprise, au-delà des experts. Et donc, il y a un enjeu de communication aussi très important. Je pense qu'on va continuer à y contribuer avec Mathieu pour que dans le temps et au fur et à mesure de la consolidation de ces propositions et des textes à venir et des changements, on puisse à la fois partager ces informations, mais aussi aider à communiquer proprement pour mieux engager toutes celles et tous ceux qui, en fait, rendent les stratégies sur lesquelles vous travaillez exécutables et donc impactantes. Voilà, nous vous remercions infiniment pour votre attention, pour vos questions, pour avoir participé à ce webinaire et vous souhaitons une excellente continuation de journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous.